Si on demandait à n'importe qui de dessiner la créature la plus mortelle sur Terre, on obtiendrait probablement des croquis terrifiants. Oh, c'est sûr. Des gueules béantes, des dents acérées, quoi. Exactement. Un aileron dorsal qui fond l'eau ou des griffes gigantesques capables de broyer des os. En fait, notre cerveau reptilien est programmé pour associer le danger à des monstres physiques, des trucs tout droit sortis d'un film d'horreur. C'est vrai, oui. Et c'est tout le paradoxe de notre perception du risque, tu vois. Pendant des centaines de milliers d'années, survivre, ça voulait dire repérer la menace la plus grande et la plus bruyante dans la savane. Et ce vieux logiciel d'évaluation des menaces, il tourne toujours dans notre tête aujourd'hui. Mais complètement. Sauf que les données scientifiques modernes racontent une histoire radicalement différente. Les véritables dangers ne fonctionnent pas du tout selon les règles de la taille ou de l'apparence. Ah, ça non. Pour trouver le véritable super prédateur, celui qui domine le règne et l'animal, il faut ranger les scénarios hollywoodiens. Il faut plutôt sortir un microscope et examiner de très près un simple pneu de voiture usagée. C'est un sacré teasing, ça. C'est pourtant la stricte réalité, et c'est justement l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui. On va déconstruire ces mythes tenaces, pas avec des rumeurs, mais avec des données. On a épluché des registres de l'OMS, un guide de survie australien très pragmatique et des rapports sur les zoonoses. Et pour donner du sens à toute cette montagne de données, on va s'appuyer sur un outil que les statisticiens adorent. L'échelle de Crespo. Ah oui, l'échelle de Crespo. Il faut vraiment qu'on explique ça à ceux qui nous écoutent. C'est la clé de voûte de notre analyse, en fait. Pour faire simple, la psychologie humaine évalue le danger juste sur la létalité. On se demande juste, est-ce que cet animal peut me tuer de façon spectaculaire? Alors que l'échelle de Crespo, c'est une formule mathématique. C'est ça. Elle multiplie la létalité absolue d'une créature par la probabilité statistique de la croiser. Un danger réel, c'est pas seulement la force de frappe, c'est l'opportunité de l'utiliser. Donc, avant de révéler les vrais boss de fin de cette échelle, il faut un peu nettoyer la scène de crime. On doit interroger les suspects habituels. Les fameux monstres d'Hollywood. Voilà. Et on est obligé de commencer par le grand blanc, la superstar des cauchemars aquatiques. Sérieusement, le mot requin déclenche direct une musique angoissante dans notre tête. Tu m'étonnes. Les dents de la mer ont fait des ravages psychologiques. Pourtant, les statistiques mondiales dressent un bilan presque dérisoire. C'est combien déjà? Une dizaine de décès par an? Oui, à peu près 10 décès par an, sur 8 milliards d'êtres humains. Mathématiquement, c'est une anomalie statistique. C'est fou. Surtout quand on regarde l'Australie. Tout le monde pense que c'est l'épicentre des attaques de la faune sauvage. Et pourtant, les registres nationaux australiens montrent que sur une période de 17 ans, les requins ont causé 27 morts. 27! Attends, sur 17 ans, j'ai du mal à concevoir qu'un animal avec une telle réputation fasse si peu de dégâts. Surtout que j'ai vu dans les sources que les grands tueurs là-bas, ce ne sont pas les monstres marins. Ah non, pas du tout. Chaux sur l'Esphossambe de 77 morts et les vaches de 33 morts sur la même période. On a statistiquement plus de chances de perdre la vie à cause d'un bovin placide au milieu d'une route que d'un requin. Et c'est exactement là que l'échelle de Crespo intervient. La létalité d'un grand blanc est énorme, bien sûr, mais ta probabilité de le croiser est quasi nulle. Ce que ce contraste met en évidence, c'est un biais cognitif super puissant, l'heuristique de disponibilité. L'heuristique de disponibilité, c'est-à-dire? En gros, notre cerveau évalue la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle on s'en souvient. Une attaque de requin, ça fait la une des journaux télévisés pendant des semaines. Ah ouais, je vois. Alors qu'un accident de voiture, avec une vache la nuit, ça reste dans la rubrique des faits divers locaux. Exactement. L'information spectaculaire sature notre mémoire et ça fausse totalement notre perception du risque. C'est la même dynamique que la peur de prendre l'avion, en fait. Le crash aérien est hyper médiatisé, donc terrifiant, alors que le trajet en voiture pour aller à l'aéroport est banalisé, alors qu'il est infiniment plus mortel. C'est un excellent parallèle et ça s'applique aussi parfaitement au lion. Le fameux roi des animaux, lui aussi, c'est un mythe statistique. Totalement. Le lion fait environ une centaine de victimes humaines par an dans le monde. C'est tragique pour les communautés locales, bien sûr, souvent à cause de la perte de leur habitat, mais à l'échelle globale, c'est minime. 100 morts par an, c'est dingue. Les accidents de la route causés par des cervidés, genre des cerfs ou même des kangourous, font bien plus de victimes. Voilà, le lion a une létalité élevée, mais un habitat ultra restreint aujourd'hui. Son score de Crespo s'effondre. Ok, donc on écarte les prédateurs à grandes dents. Mais du coup, de qui faut-il avoir peur quand on s'approche de l'eau? Parce qu'il y a des créatures bien plus meurtrières sous la surface. Et la première, elle n'a même pas de cerveau. Ah,
tu parles de la cuboméduse, la méduse boîte. Ouais, c'est une simple masse gélatineuse. Comment un être qui ressemble littéralement à un sac plastique transparent peut-il être une arme de destruction massive? Eh bien, la cuboméduse contourne le besoin de force physique par une ingénierie chimique diabolique. Ses tentacules mesurent jusqu'à 3 mètres de long et ils sont recouverts de milliers de nématocystes. Des nématocystes? Ce sont des sortes de dards, ce sont des microscopiques capsules sous pression. Au moindre contact physique, ces capsules explosent à une vitesse fulgurante. Elles agissent comme des micro-harpons qui perforent la peau et balancent un cocktail toxique direct dans le sang. Le guide médical qu'on a consulté indique qu'une piqûre sévère peut provoquer un arrêt cardiaque en 2 à 5 minutes. 2 minutes, c'est foudroyant. On est face à un vrai champ de mine invisible. C'est ça. Et cette rapidité, elle s'explique par la nature des toxines. Elles contiennent des protéines spécifiques, les porines, qui vont littéralement trouer les globules rouges humains. Attends, elle troue les globules rouges? Oui, et en éclatant, ces globules libèrent massivement du potassium dans le sang. Or, le muscle de notre cœur régule ses battements grâce à un équilibre électrique très fin, basé justement sur le potassium. Oh la vache! Donc cette libération soudaine provoque un court-circuit massif. C'est exactement ça. Le cœur perd son rythme, il fibrille et il s'arrête. Létalité biochimique absolue. Et comme cette méduse vit dans les eaux peu profondes du nord de l'Australie, près des plages, la probabilité de rencontre grimpe en flèche. C'est glaçant de se dire que la menace vient d'une réaction chimique invisible. Mais bon, pour être honnête, l'eau douce n'est pas en reste niveau monstre préhistorique. On est obligé d'aborder le cas du crocodile marin. Ah, lui, il coche vraiment toutes les cases de la terreur visuelle. Grave. Jusqu'à 7 mètres de long, 1 tonne sur la balance et environ 1000 morts par an dans le monde. Là, c'est la force brute incarnée. C'est un pur produit de l'évolution inchangée depuis l'ère des dinosaures, en fait. Sa stratégie, c'est l'embuscade parfaite. Il peut rester des heures sous la surface en ne laissant dépasser que ses yeux. Et quand il frappe, sa mâchoire se referme avec une pression supérieure à celle d'un T-Rex. C'est terrifiant. Mais bon, 1000 morts, ça semble presque modeste face à un autre animal aquatique. Tu vas parler de l'hippopotame, c'est ça? Exactement. C'est un animal souvent représenté comme maladroit, rondouillard, presque sympathique dans les dessins animés. Mais les registres montrent qu'il fait 500 victimes par an en Afrique. C'est beaucoup plus que les lions et les léopards réunis. Mais pourquoi? C'est un herbivore. Pourquoi un animal qui mange de l'herbe tuerait-il autant d'humains? La réponse tient en un seul mot, la territorialité. L'hippopotame, il ne te tue pas pour se nourrir. L'eau, c'est son refuge, c'est vital pour réguler sa température et protéger sa peau du soleil. Donc il défend sa piscine en gros. C'est ça. Les mâles dominants tracent des frontières invisibles ultra strictes. Si un pêcheur en pirogue franchit cette ligne, ça ne déclenche pas un instinct de chasse, mais un protocole de défense absolu. L'intrus doit disparaître. Et la mécanique physique de cet animal est totalement paradoxale. On a l'impression d'avoir affaire à un gros bloc de graisse flottant, mais en réalité, il est d'une densité musculaire inouïe. J'ai halluciné en lisant ça. Il ne nage pas, il court au fond de l'eau. Ah oui, il coule comme une pierre et il galope sur le fond de la rivière. Et ses mâchoires exercent une pression de 950 kg par centimètre carré. Il peut sectionner un crocodile en deux, sans problème. Un crocodile coupé en deux. Et sur la terre ferme, cette grosse masse peut charger à 50 km/h. 50, c'est bien plus rapide qu'un humain en plein sprint. Et c'est cette apparence trompeuse, couplée à des capacités explosives, qui fait grimper son score de Crespo. Les populations riveraines partagent les mêmes eaux pour l'agriculture ou la pêche, donc probabilité de rencontre quotidienne et létalité d'une charge totale. Bon, l'eau regorge de pièges. Mais si on change de décor pour explorer une peur encore plus viscérale, celle qui nous fait transpirer depuis la nuit des temps, les bestioles rampantes. Ah, on passe au maître de l'injection, les serpents et les araignées. Voilà, les rapports mondiaux parlent de 5,5 millions de morsures de serpents chaque année, entraînant jusqu'à 100 000 décès. C'est un impact massif. C'est un véritable fardeau de santé publique, oui, surtout dans les régions tropicales. Mais là encore, l'échelle de Crespo nous offre une leçon fascinante. L'analyse des populations de serpents met en lumière un paradoxe incroyable. Un paradoxe très visible en Australie d'ailleurs. Ce continent abrite le fameux taipan du désert. C'est le venin le plus toxique du monde. Une seule morsure peut tuer 100 hommes adultes. Une puissance neurotoxique insensée. Et pourtant,
Les données australiennes n'affichent que 37 décès causés par des serpents en 17 ans. 37. Si j'applique la logique de l'échelle de Crespo, un serpent capable de foudroyer 100 hommes mais perdu dans le désert est finalement beaucoup moins dangereux pour nous qu'une vache sur une route départementale. Puis au moindre bruit. Donc la probabilité de rencontre frôle le zéro absolu. Voilà. Alors qu'à l'opposé complète, à l'échide carénée, en Asie et en Inde. C'est une petite vipère dont le venin est beaucoup moins puissant que le taipan. Mais elle fait un carnage chaque année. Des milliers de morts. Pourquoi? Parce qu'elle s'est parfaitement adaptée aux environnements agricoles. Elle chasse dans les chanderies, près des maisons, elle est agressive et se camoufle très bien. Les agriculteurs marchent dessus pieds nus tous les jours. La probabilité de rencontre explose. Et j'ai découvert un fait scientifique fascinant dans nos recherches. On imagine toujours la morsure comme une seringue automatique, non? Genre les crocs rentrent et le venin part direct. Oui, on pense souvent ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas automatique. Pas du tout. La glande à venin du serpent est entourée de muscles striés. Ce sont des muscles à contrôle volontaire, comme tes biceps. Le serpent décide consciemment d'injecter ou non et de doser la quantité. Mais pourquoi il garderait son venin? Parce que produire ce venin coûte une énergie métabolique énorme. Il le garde précieusement pour tuer sa proie et la digérer. Quand il mord un humain qui est beaucoup trop gros pour être mangé, il donne juste un coup de semence. C'est ce que les herpétologues appellent les morsures blanches ou morsures sèches, c'est ça? Exactement. Entre 30 et 50% des morsures défensives ne contiennent aucune trace de venin. Il mord juste pour infliger une douleur mécanique et te faire fuir. Bon, c'est un soulagement immense de savoir ça. Mais quand l'injection a vraiment lieu, c'est là que la magie de la science moderne intervient. L'antivenin. C'est ce qui rend le tas des araignées si stupéfiant. L'Australie héberge la fameuse funnel web de Sydney, une araignée agressive au venin redoutable. Une morsure extrêmement douloureuse, oui. Pourtant, 0 mort en Australie depuis 1999, 45 ans de mortalité zéro face aux araignées. Comment la médecine accomplit ce miracle? C'est une victoire éclatante de l'immunologie et surtout de l'hyperimmunisation. En fait, les laboratoires injectent des doses infimes de venin à de grands animaux, comme des chevaux. Le système immunitaire du cheval réagit et produit des anticorps spécifiques. Donc le cheval fabrique l'antidote naturel. C'est ça. On prélève un peu de sang, on isole ces anticorps, on les purifie, et quand une personne est mordue, on lui injecte ce sérum. Et ces anticorps vont traquer le venin dans le sang de la victime. Ils agissent comme des aimants biologiques. Ils se fixent sur les toxines circulantes, modifient leur forme et les rendent inactives avant qu'elles ne détruisent le système nerveux. Grâce aux hôpitaux et aux antivénins, le risque de mourir d'une morsure d'araignée chute à zéro. C'est brillant. Bon, nous avons parcouru les océans, survécu aux hippopotames, esquivé les crocs des serpents, mais nous arrivons au sommet absolu de l'échelle de Crespo. Le grand gagnant du classement. Le prédateur suprême de l'humanité ne pèse que 3 mg. Il n'a ni crocs ni griffes. Il se pose en silence et il tue environ 1 million de personnes par an. Le moustique. 1 million de morts. C'est vertigineux. Ça surpasse de très loin la totalité des autres animaux dont on a parlé. Et pourtant, la piqûre en elle-même ne fait rien, à part une petite plaque rouge qui gratte. C'est létalité propre et nulle, oui. C'est là que je lance un petit débat provocateur. Techniquement, le moustique est innocent. Ce n'est qu'un simple livreur Uber, en fait. Ce qui tue, c'est la cargo qu'il transporte, le virus ou le parasite, non? C'est tout à fait ça, c'est le principe du vecteur en biologie. Le moustique agit comme une seringue hypodermique volante. Il se nourrit de sang, aspire des agents pathogènes, les laisse se reproduire dans son intestin, puis les réinjecte lors du prochain repas. C'est le roi incontesté des zoonoses. Ces maladies transmises des animaux aux humains, qui représentent d'ailleurs 70% des maladies infectieuses. Absolument. Il est le vecteur du paludisme, de la dengue, du virus Zika. Rien que le paludisme, c'est plus de 600 000 morts par an. Et ce qui est vraiment effrayant dans nos recherches, c'est son expansion géographique. Le moustique tigre, par exemple, on le voyait comme un problème strictement tropical. Or, aujourd'hui, il remonte vers le nord, il survit très bien aux hivers européens. Comment un si petit insecte franchit-il les océans ? Grâce à la mondialisation, et plus particulièrement grâce à un allié totalement inattendu, le commerce international des pneus usagés. Attends quoi? Des pneus usagés? Comment un vieux pneu peut aider un moustique à conquérir la planète? C'est de la pure physique des matériaux au service de la biologie. Imagine un vieux pneu stocké à l'air libre. Il récolte l'eau de pluie et sa forme incurvée empêche l'évaporation. En plus, le caoutchouc noir absorbe la chaleur du soleil le jour et la garde la nuit. Oh, je vois.
L'intérieur du pneu devient un petit incubateur tropical. Exactement, c'est la nurserie absolue pour les œufs de moustiques. Et ensuite, ces pneus sont chargés sur des cargos, ils traversent les océans et sont débarqués partout dans le monde. Le moustique n'a pas besoin de voler, il voyage en classe affaires sur nos chaînes logistiques. C'est un truc de fou. Sa probabilité de rencontre grimpe à l'infini. Et c'est pour ça que la prévention est la clé contre ces zoonoses. Vider les eaux stagnantes, utiliser les moustiquaires. Et aussi la vaccination animale, c'est crucial. Pense à la rage, par exemple. Les chiens infectés font encore 59 000 morts par an. La solution, c'est de vacciner les chiens en masse pour briser la chaîne de transmission. C'est un bouclier pour l'humanité. C'est limpide. Au final, cette analyse met en lumière un fossé monumental, un vrai bug cognitif dans notre cerveau. D'un côté, on va hurler de terreur face à une petite araignée sur le mur de la salle de bain, un animal dont le compteur de mortalité est à 0. Oui, notre rythme cardiaque s'emballe pour rien. Et de l'autre côté, quand le plus grand tueur en série de l'histoire atterrit tranquillement sur notre bras lors d'un barbecue, on est juste un peu agacé. On tape dessus sans réfléchir. Nous sommes terrifiés par ce qui nous paraît physiquement menaçant, car c'était la réalité de nos ancêtres. Nous n'avons tout simplement pas évolué pour percevoir le risque des statistiques ou des micro-organismes. Et pour clore cette analyse, il y a une idée qui m'a frappé, une pensée un peu provocatrice. Si on résume bien, le moustique étend son territoire grâce à nos cargos. Il prolifère dans nos décharges de pneus. Les maladies explosent parce qu'on détruit les habitats sauvages. C'est clair que les activités humaines accélèrent tout ça. Du coup, puisqu'on est en train de construire l'autoroute parfaite pour notre pire prédateur, la logique ne voudrait-elle pas que l'animal le plus dangereux pour l'humain, ce soit finalement l'humain lui-même? C'est l'ironie absolue. En remodelant la planète pour notre confort économique, on a optimisé l'environnement pour nos propres épidémies. Nous sommes les architectes de notre vulnérabilité. Un sacré point de réflexion à méditer la prochaine fois qu'on regarde par le hublot, lors d'un vol international, en observant ces immenses navires marchands en bas. On peut se demander quel passager clandestin à 6 pattes voyage avec nos colis. Tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent et nous suivent dans ces dossiers, la question mérite d'être posée. Avant de décortiquer ces chiffres, quel animal pensiez-vous être le plus mortel? L'aileron gris dans l'océan? L'araignée dans la chaussure? Le débat est ouvert dans les commentaires. C'est toujours fascinant de voir que la réalité des données dépasse de très loin nos pires fictions. C'est la curiosité qui nous protège de nos peurs irrationnelles. Absolument. Il faut garder cette idée en tête. Quand on imagine une créature mortelle tapie dans l'ombre, il est souvent inutile de chercher des dents géantes. Il suffit parfois de prêter l'oreille au léger bourdonnement d'une nuit d'été. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle exploration.